Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce 20h. L'affaire Chernias, l'autopsie révèle une mort due à la Covid-19 et une hyperglycémie. Une expertise médicale qui confirme les résultats de la première autopsie. En politique, Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr en lice pour la bataille de Dakar pour les élections locales de 2022. Analyse de leurs chances et obstacles qu'ils devront surmonter à suivre dans cette édition. À suivre également dans ce 20h une visite guidée dans un des laboratoires archéologiques à l'IFAN, de la fouille à l'exposition en passant par la conservation. Le professeur Ibrahim Athiaw nous parle du processus. Et puis le 28e sommet Afrique-France sont les chefs d'État africains. Le président français a reçu à la place plus de 3000 jeunes venus du continent ou membres de la diaspora africaine. On en parle en fin de journal avec le journaliste chroniqueur du groupe Futur Média, Abdoulaye Cissé. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Du nouveau dans l'affaire de la mort Chernias, une deuxième autopsie qui révèle une mort due à la Covid-19 et à une hyperglycémie. Une expertise médicale qui confirme donc les résultats de la première autopsie. Chernias, rappelons-le, cet immigré décédé après son placement sous mandat de dépôt au Cap Manuel. Sa famille réfute la thèse d'une mort naturelle et accuse la police. Retour sur les faits avec Aminata Baresso. Une deuxième autopsie qui révèle une mort naturelle. L'expertise médicale effectuée sur la dépouille de Chernias indique que l'immigré est décédé d'une suite d'une hyperglycémie et de la Covid-19. Des résultats qui confirment également la première autopsie. Pour rappel, Chernias, c'est cet immigré sénégalais décédé au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec quelques heures après son placement sous mandat de dépôt et son emprisonnement au Cap Manuel. Les circonstances du décès de Chernias défraient la chronique. Sa famille réfute la thèse d'une mort naturelle. Elle tient la police de Wakhinane Nimzatt pour responsable de la mort de leur fils. D'ailleurs, il y a 3 jours, sa famille, en conférence de presse, avait exigé la lumière sur les circonstances du décès de Chernias. Une famille qui dit ne pas comprendre également le mutisme de la police depuis l'éclatement de cette affaire. 2 jours après l'annonce de la mort du prisonnier Chernias, le chef de la police de Wakhinane Nimzatt a été muté, une décision que le commissaire Cheikh Ahmed Bachir Ndiaye n'a pas du tout cautionnée. Une histoire macabre partie d'un banal contrôle routier à Wakhinane Nimzatt. Aujourd'hui, des zones d'ombre demeurent. La famille de la victime soutient la thèse d'une mort après violence policière. Une deuxième autopsie confirme le contraire. En politique, à présent, Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr engagent la bataille de Dakar. Les deux hommes politiques ont investi les rues de la capitale hier. Quelles chances ont-ils? Quels sont les obstacles qu'ils devront surmonter? Élément de réponse dans ce sujet signé Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. La bataille de Dakar est lancée pour Benno Bokk Yakaar. Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr investissent le terrain et se positionnent. Même s'ils s'inscrivent dans une dynamique de parti, pour ne pas dire dynamique de coalition, donc de respect de la discipline de parti ou de la discipline de coalition. Ce qui semble bizarre, c'est qu'ils le fassent pratiquement le même jour. C'est important et c'est tout à fait normal qu'ils aient des visées pour la mairie de Dakar. Déjà, Abdoulaye Diouf Sarr, pour son cas, il est maire de Yoff depuis juillet 2014. Mais en même temps, il a gagné haut la main au moment où presque tous les responsables de la paire avaient perdu. Donc nécessairement, ses partisans ont pensé qu'Abdoulaye Diouf Sarr, maintenant tout ce qui lui reste, c'est de chapeauter Dakar. Même si, lors du référendum déjà, le président Macky Sall a désigné Amadou Ba, ensuite à l'élection présidentielle, comme le responsable de Benno Bokk Yakaar dans la région de Dakar. Deux leaders qui agissent sans parler, aucune déclaration publique, mais sans conteste, les ambitions pour la ville de Dakar sont déclinées. Cependant, ils doivent tous les deux gérer certains obstacles avec intelligence. Le président leur aurait reproché de ne pas encore bouger, de ne pas avoir assez bougé, et qu'on n'entend que Barthélémy Diaz, d'après les informations qu'on a eues. Et c'est à partir de là que Amadou Ba a jugé nécessaire hier de faire un bain de foule à Sandaga. Maintenant, l'autre problème pour Amadou Ba,
qui fait penser aux partisans de Diouf Sarr est mieux placé. Amadou Ba a des problèmes aux Parcelles Assainies avec Moussa Sy. Alors, est-ce que Benno Bokk Yakaar peut gagner aux Parcelles Assainies sans Moussa Sy? Les personnalités dont il est question, c'est-à-dire Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba, sont suffisamment disciplinés et outillés pour ne pas devoir se verser dans certaines déclarations qui pourraient heurter justement la hiérarchie. Tout le monde écoute un peu ce qui sera décidé et qu'il faut éviter impérativement les frustrations de part et d'autre et qu'il faut s'inscrire dans une dynamique d'unité. Aucun ministre du gouvernement ne s'est encore prononcé publiquement sur une telle ou telle candidature, mais ils ont déjà investi le terrain. Toutefois, ils doivent s'inscrire dans la dynamique de l'unité s'ils ne veulent pas voir leur compagnonnage au sein de la grande coalition voler en éclats. Toujours à propos de ces élections locales, retenez que la coalition Wallou-Sénégal a été officiellement lancée cet après-midi. Une structure qui regroupe 5 entités, JPADS, Bokk Gis Gis, CRD Jotna et le Parti démocratique sénégalais. Une coalition avec comme credo l'expérience et la compétence au service des collectivités locales. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ibrahima Kane. Économie à présent, budget prévisionnel de 5150 milliards de francs CFA pour l'année 2022 pour le Sénégal, une augmentation qui devrait avoir des répercussions sur la vie des populations. Les économistes Khadim Bamba Diagne et le professeur Serigne Bey soutiennent que c'est réalisable en faisant en sorte que cela impacte le panier de la ménagère et les salaires dans ce contexte Covid. C'est un élément réalisé par Pape Faraning et Pape Sangoné. Un budget prévisionnel jamais élaboré, plus de 5 000 milliards de nos francs, réalisable certes, mais il faut des préalables pour atteindre cet objectif. Nous avons la loi de finances initiale, c'est ce qu'on appelle le budget. Il y a la loi de finances rectificative qui peut venir en cours d'année budgétaire rectifier en dépenses ou en recettes. Il y a la loi de règlement. Au niveau des ressources internes, il me semble que le ministre et les techniciens du ministère du budget sont quand même outillés pour dire que nous pouvons brasser des ressources internes à telle hauteur, à tel niveau. Parce qu'on constate que les nombres d'écoles augmentent, les nombres d'hôpitaux augmentent, le nombre d'étudiants augmente, ainsi de suite. Et tout cela doit être accompagné par une augmentation des dépenses. Et le budget, c'est juste l'ensemble des dépenses que l'État doit soutenir au cours de l'année 2022. Le social va occuper une place importante. Quel impact sur le panier de la ménagère? Maintenant, dans cette augmentation, on va constater quelque part une amélioration de certains secteurs ou bien une augmentation du nombre du personnel de certains secteurs. Cela peut avoir des conséquences sur d'autres secteurs. Mais il faut que les gens comprennent que sur un budget, on ne peut pas tout faire. Certains secteurs seront privilégiés en 2022 et je pense que d'autres seront privilégiés en 2023. Mais quand même, il n'y a rien de plus normal que ça. Je pense que c'est vrai qu'il y a une façon d'en parler comme si c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est tout à fait normal et que les gens ne doivent pas attendre une augmentation des salaires ou bien des avantages des fonctionnaires. Je ne le pense pas. Pour ces économistes, l'État doit faire une bonne utilisation des ressources pour que la population ressente l'effet de l'augmentation. Par exemple, si on prend Xëyu Ndaw yi, c'est 150 milliards par an. C'est mettre à disposition de ces jeunes un pouvoir d'achat qui leur permet de se prendre en charge eux-mêmes, de prendre en charge peut-être quelques personnes de leur entourage, de leur famille. Et ce pouvoir d'achat peut relancer l'activité économique aussi en même temps. Ouais, donc c'est ce qu'on appelle les IMO, haute intensité de main-d'œuvre. En même temps, ces jeunes sont chargés, si vous voulez, d'activités plus ou moins économiques, techniques, industrielles, comme le pavage au niveau de l'environnement, donc aider à développer le pays, mais il faudrait peut-être augmenter le SMIC. Avec ce budget de 5150 milliards, l'espoir est permis du côté des populations, le sentiment d'avoir une vie meilleure, des revenus conséquents.
Dafaraning, merci. Une bonne partie du budget 2022 sera donc destinée à l'éducation, à la formation et à l'emploi des jeunes. L'annonce a été faite ce vendredi par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Dame Diop s'exprimer ce vendredi en marge de la 12e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle dans l'espace UEMOA, abrité pour la deuxième fois par le Sénégal. Compte rendu signé Marcel Maroun et Alioune Diagne. Depuis mercredi dernier, le gouvernement du Sénégal a adopté en Conseil des ministres le budget pour l'exercice 2022 d'un montant de 5 160 milliards de francs CFA, soit un record depuis les indépendances. Il sera destiné en partie à la jeunesse. La formation professionnelle, l'emploi reste au cœur des préoccupations de nos États. Et je pense que le Sénégal montre la voie aujourd'hui. Nous venons d'adopter exactement mercredi dernier le budget de la loi de finances initiale 2022 et à l'analyse, on se rend compte qu'une bonne partie de ce budget est destinée à l'éducation, à la formation et à l'emploi des jeunes. Et justement, une conférence des ministres en charge de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes dans l'espace UEMOA qui s'est tenue ce jour dans la capitale a été un espace de concertation et de plaidoyer auprès de gouvernements respectifs pour investir davantage dans la formation, l'éducation et l'emploi des jeunes. Une stratégie qui passe nécessairement par la digitalisation. Aujourd'hui, compte tenu de la jeunesse de notre pays, compte tenu de nos pays respectifs, mais compte tenu aussi de ce contexte particulier de Covid, il est évident que l'utilisation du digital est un processus irréversible dans l'éducation de manière générale, dans nos vies de manière générale, mais particulièrement dans la formation professionnelle. Donc notre cadre nous permettra aussi d'harmoniser, de partager, mais aussi de faire porter le plaidoyer par nos présidents respectifs. Si nous avons pu enregistrer d'excellents résultats aux examens professionnels et au bac au courant de l'année 2019-2021, nous le devons à l'utilisation en partie du digital, parce que c'était un contexte particulier et nous avons pu dans tous les ordres d'enseignement développer des dispositifs d'apprentissage à distance s'appuyant sur le digital. Selon le ministre Dame Diop, dans le programme du recrutement de 65 000 jeunes dans la fonction publique, déjà 65% d'entre eux ont été enrôlés sur l'ensemble du territoire national. Marcel Maroul, autre aspect de l'actualité, l'adoption du projet de loi relative à la protection de la femme en état de grossesse en Conseil des ministres ce mercredi. Une loi qui renforce les conditions d'existence de la femme en milieu de travail, souvent victime de discrimination du fait de leur état. On voit cela dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Adopté depuis mercredi dernier le projet de loi portant code du travail relatif à la protection de la femme en état de grossesse, lequel projet de loi renforce les conditions d'existence et de vie de la femme enceinte en milieu de travail. En proscrivant tout licenciement de cette femme au travail pour motif de grossesse, en interdisant la discrimination à l'embauche qui serait liée à la grossesse, et en empêchant également, sauf quelques cas particuliers, toute mutation, disons, d'emploi qui serait liée à l'état de grossesse. Bref, c'est une avancée, simplement, que consacre cette modification dans notre quête continue d'amélioration des droits de la femme. Car il faut le reconnaître, la législation sénégalaise comportait beaucoup de lacunes sur l'état de la femme en état de grossesse dans l'entreprise. C'est un être humain, c'est un travailleur au même pied d'égalité. On ne devait pas vraiment faire le distinguo entre l'homme en entreprise et la femme en entreprise. On devait tout simplement considérer la personne humaine en entreprise, maintenant tenir compte de son état, parce que tout simplement elle est en état de grossesse, pour améliorer sa situation. Il ne faut pas que l'état de grossesse soit un élément, disons, péjorant la condition de la femme. Voilà pourquoi il y a un encadrement des droits de la femme sous ce rapport-là. Avec ce renforcement de la loi, le champ du travail est beaucoup plus ouvert aux femmes. Le renforcement qui a été opéré ouvre maintenant le champ de l'entreprise, le champ du travail, y compris formel, à la femme travailleuse. Il faut maintenant, dans ce cadre-là, de plus en plus, faire de sorte que les droits des femmes au travail soient relevés. C'est fait sous beaucoup de rapports, sous les éléments de salaire, sous les éléments de la possibilité de prise en charge. L'on peut dire qu'avec cette loi, un combat de plus a été gagné dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des femmes au sein des entreprises.
Pendant ce temps, le réseau Sigil Diguen a décidé à s'inscrire dans une dynamique de promotion de la production et de l'utilisation des données dans toutes ces stratégies de plaidoyer. Le but est d'atteindre les engagements pris par les pays dans le cadre des ODD et du programme d'action de Pékin. Là-dessus, nous écoutons les explications de Safiatou Diop, présidente du réseau Sigil Diguen, interrogée par Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Nous ne pouvons aucunement avancer sans mesurer exactement les progrès et la mesure de ce travail-là se fait avec des données probantes et l'Afrique en manque énormément. Il y a un déficit de données parce que nous n'avons pas eu cette culture de production et d'utilisation des données dans la mise en œuvre de nos programmes et les données sont capitales aussi dans l'aide à la décision parce que quel que soit le niveau de progrès et l'ambition de nos gouvernants à produire des programmes pour faire avancer, si vraiment ces politiques et programmes ne sont pas basés sur des données probantes pour dire exactement voilà la situation de référence d'un problème, voilà les données quantifiées qui nous permettent de savoir exactement où se situe le problème et voilà ce que nous devons aller chercher maintenant pour résoudre le problème. Nous continuerons à tergiverser et à essayer véritablement de voir quelles sont les solutions, mais nous n'aurons jamais la solution adéquate et à temps. Vous l'annoncez dans les titres de ce 20h. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'archéologie. Nos reporters se sont rendus à l'IFAN, une visite dans un des laboratoires archéologiques pour visiter quelques vestiges du passé. Le professeur Ibrahim Matiao nous explique ici tout sur cette discipline qui étudie l'ensemble du patrimoine préhistorique, de la fouille à l'exposition, en passant par la conservation et la valorisation. L'archéologue nous explique tout en processus avec Ibou Diouf et Ahmadouba. Une bonne partie de l'histoire de l'humanité n'est pas écrite et on s'en souvient à peine. De tout le temps, les êtres humains qui ont vécu sur cette terre ont laissé des traces sous formes multiples. Donc il n'y a pas meilleure archive que l'archéologie, tout aussi utile. Sont des archives en réalité pour comprendre comment ils se sont adaptés à leur environnement, quelles stratégies ils ont utilisées, de quelles maladies ils ont souffert. Même leurs propres corps sont des archives. Les archives archéologiques sont de tout genre, entre restes alimentaires, ruines de maisons, des pierres taillées, de poteries, entre autres. Malheureusement, dans beaucoup de cas quand même, les archives archéologiques sont dans des boîtes ou des cartons. L'archive sert à la gouvernance, a-t-on coutume de dire, ce qui confirme tout l'intérêt de sa conservation. Le gros problème auquel on est confronté, c'est l'absence d'une véritable architecture. On a certainement une direction du patrimoine et d'autres directions. Je pense qu'il aurait pu être beaucoup mieux d'avoir un maillage du pays, à côté surtout des sites les plus importants. L'archéologie utile clairement démontrée par les professionnels. Le combat actuel est que le public aussi puisse s'approprier ces vestiges. Heureusement, dans beaucoup de cas quand même, les archives archéologiques sont dans des boîtes ou des cartons dans nos réserves et très souvent les populations n'y ont pas accès. Donc il y a de temps en temps des expositions qui sont faites, qui peuvent permettre de valoriser cela. Faire de sorte que ce patrimoine-là soit mieux approprié. L'IFON ainsi que d'autres démembrements mènent un travail intéressant dans la préservation de ce patrimoine. L'archéologie reste un bon baromètre pour évaluer l'évolution de l'humanité. Vous le disiez également, titre, pas de chef d'État africain à la place. Plus de 3000 jeunes issus de la société civile africaine et de la diaspora lors du sommet France-Afrique. Certains observateurs d'ailleurs pensent que ce sommet veut dévier la jeunesse africaine anti-impérialiste de ses objectifs, entre autres. On voit cela dans ce reportage signé à Mamadou Fall et Amadouba. La France tenterait-elle de se refaire une image aux yeux de la jeunesse africaine qui de plus en plus devient hostile à la France-Afrique? Tout porte à le croire
avec ce sommet qualifié par certains de réactualisation d'un système de domination et pour d'autres d'un programme électoral. Aller donner ce format-là avec de la suite dans les idées. Donc c'est le résultat, à savoir faire en sorte que ce soit un tableau offert au président de la République de France pour qu'il puisse dérouler son agenda. Mais son agenda aussi est inscrit dans le contexte des élections à venir en France. La France perd du terrain en Afrique et continuera de perdre du terrain en Afrique. Ça, c'est un fait réel. Ils le savent, nous le savons et tout le monde le sait. Ce que fait la France aujourd'hui, ce n'est que de réactualiser son calendrier de domination pour conserver son influence vis-à-vis de ces pays de l'Afrique de l'Ouest avec le concours de ces gens qui nous servent de président alors qu'ils ne sont tout simplement que des serviteurs de la France. Pourtant, ce n'est pas une première que la France parle à l'Afrique, mais c'est aux Africains de défendre leurs intérêts, mais surtout se faire respecter. Il n'y a pas de grande rupture sur la manière de percevoir les choses. La France qui parle à l'Afrique. Mais il faut que cette page soit tournée. C'est l'Afrique qui doit parler à l'Europe, à l'Amérique, à l'Asie. Pour ce membre du mouvement FRAPP, la France manœuvre pour dévier la jeunesse africaine de son objectif. Pertinemment, comment faire de telle sorte que la jeunesse africaine puisse ne plus développer ce qu'ils appellent eux un sentiment anti-français, mais que ce que nous appelons nous, sentiment pro-africain. Le sommet Afrique-France ou France-Afrique a démarré ce vendredi. Plus de 2500 personnes y prennent part, mais pas l'ombre de chefs d'État africains. La France est tournée pour cette fois-ci vers la jeunesse africaine. Modou Fall, le blogueur sénégalais Sherfa, lui a demandé à Emmanuel Macron d'arrêter de collaborer avec les présidents dictateurs en Afrique et d'arrêter cette coopération paternaliste et de retirer les troupes françaises en Afrique. Voici son intervention. Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Après cela, Monsieur le Président, je vous inviterai à cesser de coopérer et de collaborer avec ces présidents dictateurs en Afrique. Je vous demanderai et vous inviterai à arrêter cette pseudo-coopération paternaliste. Programmez un dispositif de retrait progressif et définitif de vos bases militaires en Afrique. Là, je vais vous l'annoncer dans les titres. Pour en parler, nous recevons Abdoulaye Cissé, journaliste chroniqueur au groupe Futur Média. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, cher. Alors, Abdoulaye, ce sera très expéditif. On s'arrête encore un instant sur ce conclave de Montpellier avec vous. De quoi, Abdoulaye, ce sommet France-Afrique est-il le nom ? Il faut d'abord rectifier, ce n'est pas le 28e sommet France-Afrique, puisque dans le genre, ce doit être la première fois que la France réunit le continent africain sans les chefs d'État africains. On l'a assez dit. Mais ce n'est certainement pas ce que l'Élysée a essayé de faire croire tout au début sur l'agenda, de faire croire que la France rencontrait la société civile africaine. Cette société africaine, elle est incarnée parfois par des organisations de la société civile, tout au moins par des personnalités de la société civile. On en a vu certains, on n'a pas vu d'autres. Ils ne sont pas assez représentatifs de cette société civile africaine. Et puis, l'Élysée a distillé quand même qu'il s'agissait d'une rencontre entre la France ou le président de la République française avec de jeunes entrepreneurs. Ça aussi, ça n'a pas marché puisque ceux qui étaient à cette tribune ne sont pas assez représentatifs de cette Afrique qui entreprend, de cette Afrique qui est comme, je l'étais tout à l'heure à 17h sur RFM, dans les Niayes, les maraîchers, les artisans. Cette Afrique qui a été à cette tribune-là n'est pas assez représentative. C'est des Africains, certes, mais ne sont pas assez représentatifs. Et un sommet France-Afrique sans les chefs d'État avec un seul président, le président Macron, il faudrait éviter de l'appeler sommet France-Afrique. Tout au plus, ce serait une façon de redessiner la France-Afrique, mais au pire des cas, ce serait un contournement et ce sont les chefs d'État qui devraient eux-mêmes
s'offusquer de ce qu'on a appelé le sommet France-Afrique. Alors, que cherche vraiment Emmanuel Macron? Alors, il s'est trahi lui-même à la fin, parce qu'on a bien suivi quand même ce conclave qui était un show, bien entendu, comme il sait le faire. C'était très orchestré, très organisé. Il ne faut pas croire que tous ceux qui ont pris la parole n'ont pas été briefés, bien entendu. C'est un long processus qui a amené tous ceux qui ont été choisis à prendre part. Évidemment, chacun a joué sa partition pour dire les choses très clairement. Et on a l'impression que ceux qui ont voulu même dénoncer des chefs d'État dictateurs par-ci, des présidents prébendiers, ont été entendus par Macron, ou tout au plus aussi, au plus heureux, ils pensent avoir eu une oreille attentive du président Macron. Mais ça produit le même résultat, parce qu'on veut se couper de la France. Ceux qui ont été à cette tribune et qui ont produit ce discours-là veulent couper, déconnecter l'Afrique de la France. Mais finalement, on vient quémander pratiquement le soutien de la France dans certaines choses. Maintenant, ce que cherche le président Macron, il s'est trahi à la fin de cette tribune. Quand dans cette séquence qui a semblé avoir été improvisée, où le maître de cérémonie, Claude Siard, dit avant que Achille Mbembe ne conclue, on va donner la parole à Amina. Ça a semblé avoir été improvisé, mais en réalité, c'était préparé et c'était pour tendre la perche au président Emmanuel Macron, qui a dit finalement ce qu'il voulait. C'est que cette jeunesse-là, africaine, qui était là, se fasse le relais quand ils rentreront chacun dans son pays, pour que ce ne soit pas un sommet pour rien. Parce que justement, cette Amina, manifestement instrumentalisée pour jouer les fausses téméraires devant le président Macron, pour dire que je sais que quand on quittera ici, ce sera un sommet pour rien. C'était une perche tendue au président Emmanuel, qui dit justement pour que ce ne soit pas un sommet pour rien, il faudrait que vous qui êtes là, que vous fassiez le service après-vente. Cette jeunesse-là, on ne pense pas qu'ils seront déconnectés de leur combat contre l'impérialisme, mais c'est ce que cherche Emmanuel Macron, justement. Va être un peu provocateur de laïcité. Faut-il brûler ceux qui y ont participé? Non, ils sont des nôtres. Il ne faut pas les brûler, justement, parce que finalement, ça va produire l'effet inverse, déjà sur les réseaux sociaux, puisqu'on a semblé quand même convoquer ceux qui sont très présents dans les réseaux sociaux. Encore une fois, les clics ne sont pas représentatifs de l'Afrique, ne sont même pas représentatifs du monde en réalité. Les choses ne se passent pas que sur les réseaux sociaux. On a convoqué des gens qui ont de l'influence, ce qu'on appelle des influenceurs, mais ce n'est pas de ça que la France a besoin. Ce n'est pas aussi ça l'Afrique. Je dis l'Afrique qui entreprend, qui bouge. Cette Afrique, elle est dans les champs, elle est dans les ateliers, elle est un peu partout. Elle est aussi dans le numérique, bien entendu. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui sont représentatifs de l'Afrique. Mais il ne faut pas les brûler parce qu'ils sont des nôtres, bien entendu. Ce qui est dommage, c'est que certains aient servi quand même de caution à ce cirque. C'était un cirque, en fait, à la limite, que de grands intellectuels, Achille Mbembe, on le laissera à ses amis intellectuels qui se sont déjà déchaînés sur lui, mais il y en a qui sont habitués aussi à parfois jouer de contorsion, peut-être pour assouvir d'autres besoins qui ne sont pas forcément ce qu'ils proclament et ce qu'ils déclarent. Alors, un sommet avec les jeunes, parmi ceux qui prennent la parole, un ancien conseiller de la présidence du Sénégal, même retraité, il faudrait chercher les jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes, bien entendu, mais ce n'était pas qu'un conclave avec les jeunes. C'est raté de toute façon pour ce que le président Emmanuel Macron voulait. Et il se met à dos certainement ces chefs d'État qui vont quand même s'offusquer qu'on convoque l'Afrique sans eux. Ils devraient tous convoquer les ambassadeurs de France dans toutes les capitales africaines à l'unisson pour protester quand même. Justement, ça va être ma toute dernière question d'ailleurs. L'absence des chefs d'État, est-ce que ça peut être un clin d'œil pour Emmanuel Macron qui est à sa dernière année de mandat? Est-ce qu'il faut penser à cette heure de l'Afrique que c'est au président français de régler les problèmes, que c'est au président français de choisir les présidents qui sont légitimes, d'autres qui ne sont pas légitimes, d'autres qui sont demi-légitimes? Ce n'est pas à lui. Et je pense que les Africains l'ont compris. En tout cas, cette jeunesse africaine l'a compris. Maintenant, on est dans des calculs d'épicier. Cette jeunesse qui a été à ce conclave-là pense trouver en Emmanuel Macron un partenaire. Après, c'est un jeu de dupes. S'il peut le faire, tant mieux. Mais ce n'est pas ça qui sera déterminant pour l'avenir. Emmanuel Macron pense aussi que ça peut lui bénéficier de faire ce show-là. Ça va le rendre sympathique, en tout cas, auprès de ceux qui ont été là-bas et qui diront au moins il nous a écoutés. Croyez-moi, ce n'est pas ça qui fera le résultat dans les urnes au mois de mai prochain. Auprès de la classe politique française? Écoutez, ce conclave
est ce qu'il y a de plus détestable du point de vue de la classe politique française. Même dans le camp d'Emmanuel Macron, on n'a pas compris ce conclave où lui-même se fait ramasser, se fait humilier, se fait chahuter par des jeunes. C'était pas d'un niveau très très haut en fait, et ce n'est pas la faute de ceux qui étaient, parce qu'ils ont essayé bien sûr de dire les choses qu'on attendait. Fallait surtout pas que ce soit un conclave où ceux qui feront face au président Emmanuel Macron vont se faire rappeler quand ils sont venus. Ils ont été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Ils ont dit les choses telles qu'il fallait les dire, mais ça ne servira pas à grand-chose, voilà. Bien entendu. Merci Abdoulaye Cissé. Certainement, on donne rendez-vous mardi dans Info Matin, très tôt le matin. Voilà, on parle de sport avant de boucler cette édition avec des nouvelles de l'Infirmerie des Lions. À la veille du match Sénégal-Namibie, un forfait noté, celui de Boulaye Dia, le gardien de but sénitant. Lui s'est remis de sa blessure à l'épaule. Les explications du médecin de l'équipe nationale, Abdelrahman Feyor, interrogé par nos confrères de la FSF TV. Pratiquement tous les joueurs sont OK pour le match prochain. On n'avait que deux soucis majeurs en ce qui concernait deux joueurs, c'est-à-dire il y avait Boulaye Dia qui se plaignait au niveau de son genou, il s'était blessé au niveau de son club au genou droit, et il est venu constater sa blessure et il est rentré hier dans la soirée. Pour ce qui concerne la blessure de Sénidien, il avait reçu un choc durant son dernier match et il avait des problèmes avec des douleurs localisées au niveau de son cou et de son épaule. Et je crois que ces 2 jours, il est resté off avec la prise en charge médicale qu'il a eue ici. Je crois que même aujourd'hui, il s'est entraîné et je crois qu'il sera fin prêt pour le prochain match. Et puis en inconditionnel du Casa Sport qui a parcouru 111 km à pied de son village natal dans la région de Sédhiou à Ziguinchor. C'est pour rendre hommage et féliciter le vainqueur de la Coupe du Sénégal, Bouli Dabo, a quitté donc Sambunkunda pour Ziguinchor après 4 jours de marche. Suivons la réaction du président du Casa Sport interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Je le vis avec une très vive émotion. Vraiment, Bouli Dabo ne cesse de nous impressionner. Il a fait 111 km depuis lundi 9h30 pour arriver ici à 17h à Ziguinchor. C'est une preuve de courage, mais aussi d'engagement personnel. Et comme je l'ai toujours dit, cette coupe est le symbole d'une paix définitive. Il l'a démontré. Il a quitté son village Sambunkunda très loin. Il a parcouru le chemin la nuit, le jour, sans être inquiété. Cela signifie que notre paix-là, qui se dessine, se confirme davantage. Et il est venu porter cette coupe pour dire, voilà, je confirme en tant que Bouli Dabo que maintenant toute la jeunesse du Sénégal s'est retrouvée, toute la jeunesse de la Casamance s'est retrouvée sur l'essentiel. Et que maintenant, il faut aspirer au développement. La paix maintenant est là, allons-y vers le développement. C'est ça le message de Bouli et c'est ça que je retiens de son périple aujourd'hui, qui vient montrer encore combien de fois ce que nous disions à propos de la solidarité tient. Si nous sommes solidaires ici en Casamance, rien ne peut retenir. Voilà, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Dans un instant, la deuxième partie de Soir d'Info, ce sera avec Binta Diallo.